Bonjour à tous. Donc, dans le cadre de la journée OPPR, on a choisi de vous présenter une présentation à plusieurs voix, interdisciplinaire comme doit l'être la rééducation. Alors, un autre titre qu'on aurait pu utiliser, c'est « Éveil non répondant et pourtant ». On commencera du coup la présentation par une présentation de l'unité de soins pour ceux qui ne la connaissent pas. On fera un rapide rappel de ce qu'est l'espoir en rééducation. Puis on présentera le cas de Martin, son évolution. On fera un point sur la kinésithérapie, la médiation animale et on finira par conclure avec un questionnement éthique. Donc l'unité Adrien Dany, qui fait partie du pôle des blessés de l'encéphale, c'est une unité d'hospitalisation complète à destination des personnes présentant une lésion cérébrale acquise non évolutive. L'unité comprend des lits d'éveil prolongé, de rééducation, des lits pour des patients en état de conscience altéré, état végétatif chronique ou état post-relationnel. Alors, on a déjà parlé de l'espoir depuis ce matin, mais nous, on voulait juste faire un petit focus sur ce que représente l'espoir pour les patients dans leur parcours de soins. Ce qu'on entend souvent, c'est pour beaucoup de patients et de leur entourage, la sortie de réanimation ou de soins intensifs et l'arrivée dans un service de rééducation, c'est synonyme de récupération, d'évolution, d'espoir. Mais l'espoir se heurte à des difficultés, que ce soit des récupérations non linéaires, des phases de plateau et des possibles aggravations somatiques. Juste une phrase qui nous a beaucoup parlé, elle pensait qu'elle représentait bien le sujet, et en particulier le patient dont nous allons parler plus tard. C'est l'espoir n'est pas la croyance ou l'obtention d'une attente de résultat, mais la vision qu'il y a une place pour la personne dans un avenir rapproché et lointain. Cette force de vie existe, même sous des apparences de lassitude et de découragement. Du coup, Martin. Martin, c'est un jeune homme de 26 ans actuellement, qui est dans l'unité depuis bientôt 4 ans. Il était étudiant en master de marketing en alternance et il était travaillé en responsable de cadre dans un supermarché. Il vivait chez sa mère et son beau-père. C'est un passionné d'équitation, mais qui aime aussi beaucoup les animaux en général. Le 13 août 2020, il est victime d'un accident de la voie publique lors d'une balade à moto avec un ami. Il a perdu le contrôle de son véhicule. À l'arrivée des secours, il constate que le casque est fendu, donc le choc a été violent. Il a un Glasgow à 4, une azizochorie à gauche. Il est pris en charge par le SAMU 23, puis admis en réanimation polyvalente au CHU de Limoges. Donc là, c'est son scanner initial qui montre qu'il y a de multiples pétéchies hémorragiques temporo-occipitales et frontale gauche, une hémorragie méningée frontale droite et un œdème cérébral qui efface les sillons corticaux. À 24 heures, l'œdème cérébral s'est majoré avec une déviation de la ligne médiane. La crânectomie de décompression n'est pas retenue et ils ont choisi plutôt de faire un traitement par osmothérapie pendant 10 jours pour faire régresser l'œdème. Donc il y avait d'autres lésions, des lésions plus orthopédiques, avec une fracture apophysaire transverse gauche de C7, une luxation gléno-humérale droite réduite. En réanimation, à l'arrêt de la sédation, il n'y a pas de signe d'éveil. Mais il y a une survenue précoce de crises neurovégétatives qui vont être traitées avec du baclofène. Il développe des ostéomes au niveau des 2 quadriceps et un diabète insipide qui va être traité par Minirin. Donc là, 1 mois après son accident, l'IRM cérébral qui montre les séquelles qu'il peut y avoir, donc les stigmates de saignement intra- et supratentoriel, l'hématome intraparenchymateux qui est en résorption et une atrophie séquellaire capsulo-lenticulaire temporale gauche et frontale droite. Dès les premières semaines en réanimation, se pose un questionnement éthique. Sa mère, qui s'est précocement exprimée contre la poursuite des soins qu'elle considérait déraisonnable si son fils devait rester en état végétatif ou post-relationnel. Par la suite, elle a accepté la poursuite des soins pendant quelques mois en attendant une évaluation plus définitive de l'état neurologique de son fils. C'est dans ce contexte qu'il arrive chez nous, à Adrien Dany, en octobre 2020. Lors des premières évaluations, on n'a pas forcément de fixation et de suivi du regard, pas de clignement à la menace, pas de code de communication établi, pas de réponse motrice à l'ordre. On a un patient qui a les membres inférieurs rétractés au niveau des pieds, le membre supérieur flasque, avec un discret mouvement au niveau du membre supérieur droit. On a des mains qui sont rétractées, un escarre occipital, un état de dénutrition.
Donc le premier objectif lors de l'admission, c'est une stimulation à l'éveil. Mais déjà, donc on est début 2021, donc on est dans les 2-3 premiers mois de l'admission. Il va y avoir beaucoup de discussions dans l'équipe pour essayer, on n'est pas tous d'accord en fait sur comment on juge l'éveil du patient. État post-irrationnel, état végétatif, on n'est pas tous d'accord. Ça reste un patient en état de dépendance totale, mais on commence à avoir certains signes d'éveil avec une fixation et un suivi oculaire ponctuel, une ouverture des yeux face au bruit qui est constatée mais non reproductible. Et l'expression du visage peut nous montrer s'il est inconfortable ou apaisé, ce qui nous aide pour la prise en soin. Donc ces signes nous font formuler l'hypothèse qu'il est présent et réceptif à son environnement. Sa mère est très présente et très investie, et dès le début, on a un projet de retour à domicile pour retrouver un environnement familier. Avec ces signes d'éveil, et après plusieurs synthèses et temps d'échange avec les professionnels du pôle, avec sa famille et avec l'équipe mobile de soins palliatifs qui a été très présente, la conduite à tenir a évolué. Et à ce jour, les consignes que nous avons, c'est que en cas d'aggravation somatique, le patient ne serait pas transféré, mais on ferait les soins de première ligne sur place et des soins de confort en cas d'échec. Là, on voulait faire un petit peu une frise chronologique de l'accident du patient à aujourd'hui. Voilà, la flèche peut représenter juin 2024. On voit qu'il est passé par, qu'il y a eu plusieurs unités de soins. En fait, dans l'unité, on a une unité d'éveil, on a une unité d'éveil prolongée, une unité EVC. Donc, ce patient a fait les différentes chambres. On voit du coup que l'éveil prend du temps. Parce qu'en septembre 2023, c'est là où on a eu le plus de signes d'éveil, donc ça faisait déjà quasiment 3 ans qu'il était hospitalisé. Et en décembre 2023, on a pu recommencer une alimentation partielle Péros. On peut voir surtout qu'en plus d'être non linéaire, il y a eu beaucoup et encore aujourd'hui, pas mal de moments avec des épisodes d'inconfort, voire de douleur, qui ont un petit peu perturbé l'éveil. En effet, on a un patient qui peut avoir des douleurs, qui peut avoir des épisodes d'encombrement pulmonaire, des problèmes intestinaux et transit qui sont quotidiens. On a un patient avec une atteinte du système nerveux central, donc il y a encore beaucoup de crises neurovégétatives, des épisodes d'hyperthermie, d'hypertonie et d'inconfort, ce qui fait qu'on a une absence thérapeutique qui est très compliquée. Là, vous pouvez voir du coup, vous pouvez voir un petit peu une frise des traitements en fait, thérapeutiques qui ont été instaurés depuis le début. Avec plus bas donc tout ce qui est rouge, des molécules dites plutôt d'éveil, avec qui peuvent pallier au déficit de dopamine. Et il est difficile pour moi d'établir un lien vraiment de causalité entre ces traitements, leur instauration et les signes d'éveil. Parce que même au contraire, à l'arrêt d'un des traitements qui aurait dû faciliter l'éveil, c'est à ce moment-là en fait, que le patient a montré le plus de signes. Donc actuellement, on n'a pas vraiment d'explication. Et du coup, maintenant que je vous ai présenté un petit peu Martin et son évolution dans l'unité, je vais passer le relais à ma collègue qui va vous parler plutôt de tout ce qu'elle fait en kinésithérapie. Vous m'entendez là ? Oui. Donc, tout ce qu'on a développé là, effectivement, je vais reprendre quand même une partie de la citation qu'on a fait au départ, parce que quand on entend tout ça, où est l'espoir ? Donc c'est cette force de vie qui existe quand même, même sous l'apparence de la lassitude et du découragement. Donc c'est vrai que la situation à l'arrivée de Martin, et même encore aujourd'hui, c'est une situation qui est quand même très précaire. On est vraiment sur la limite, souvent sur le fil du rasoir, comme on dit. La situation est fixée sur le plan neuro-orthopédique, et pourtant, on verra tout à l'heure, il y a une fragilité importante et la situation est quand même instable. Et puis, du coup, la rééducation doit être spécifique, c'est particulier. En fait, la stimulation motrice va être surtout dans le sens de réobtenir au moins du confort, des signes d'apaisement, des signes de sécurité, alors qu'on interprète, bien sûr, mais ça va être une diminution du tonus, le ralentissement de la respiration, des choses cliniques observables, le visage qui se détend, le regard, voilà, il y a plein de petits éléments comme ça qui peuvent nous montrer qu'on va dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Et du coup, l'intention première, c'est vraiment de trouver du confort, parce que comment éveiller quelqu'un s'il n'y a pas au moins du confort, de l'apaisement, inhiber ce qui est trop dans la surstimulation. Et pour ça, je me suis appuyée sur un outil que j'ai appris, l'hypnose.
et qui me permet, puisque Martin, vous l'avez vu, est sensible à son environnement, il réagit au son, alors on a eu des accroches de regard, des choses comme ça, donc j'ai pu utiliser l'hypnose, puisqu'on peut proposer, même sur des personnes qui ne parlent pas, qui ne s'expriment pas, à stimuler tous les canaux sensoriels de façon favorable. Et je me suis appuyée sur sa mémoire procédurale, tout ce qu'il connaissait. Donc ça a été des stimulations sur le thème du cheval, par exemple. Il a appris à jouer du piano, donc sur le thème du piano. Hein, et la musique aussi est un vecteur d'émotion, donc on peut l'utiliser. Et puis, il a fallu à chaque fois s'adapter à sa situation clinique. Donc parfois, ça a été faire des stimulations, combiner plusieurs stimulations sensorielles, de toucher, l'audition, l'ambiance lumineuse de la pièce, etc. Et puis à d'autres moments, c'est vraiment des stimulations au minimum, favoriser plutôt une installation qui va montrer qu'il se relâche un petit peu, qu'il se détend, qu'il est plus apaisé. Et puis, en 3 ans, 4 ans, des situations inattendues que je vais vous développer un petit peu. Donc pour illustrer un petit peu, on est passé d'une motricité ou de capacité motrice avec des schémas réflexes archaïques à une motricité plutôt réflexe, donc avec la première vidéo. En jy moet oor niks bekommer nie. Dis alles toevallighede wat voor jou in die pad ingespring het. Dis alles alright. OK? So jy moet niks daaroor worry nie. Toe ons daar klaar is en die mense was baie vriendelik. Toe het ons gegaan na Vanessa. Juliette en Camille het die perde gelaai, nie joune nie. Escal en Amidon, wat is die ding sy naam? Arpino. Die boks gelaai, ons het hulle daar ontmoet, Camille die boks gery tot by Vanessa, bietjie stresvol, alles het goed verloop, in die ysige koue, het hulle gery, dan los eers jou hand. Rustig my popla. Kom, los eers jou hand. Maar toe, hey. C'est ce mouvement dissocié des doigts qui revient assez fréquemment quand il touche une peluche ou quand il touche la main de quelqu'un. Par contre, il n'y a pas le regard associé, il ne peut pas arrêter quand je lui demande d'arrêter. C'est quelque chose qui se met en route assez automatiquement. Tu as l'air de le caresser un petit peu ce chien. Hein, tu as l'air de le caresser un petit peu ce chien-là. Il est tout doux. Tu bouges encore tes doigts, Martin? Tu lui caresses la tête un petit peu encore? Ouais, très bien. Alors on pourrait faire l'hypothèse là que c'est peut-être ma demande. Tu sens, c'est tout doux. On ne peut pas l'affirmer. Hein, la peluche là. Alors tu le fais surtout avec l'index. Est-ce que tu peux me le faire avec d'autres doigts, voilà. Ouais, là il y avait un petit peu de tonus. Ouais, il y a un petit peu de tonus là. Tu peux arrêter la vidéo. Donc là je commente aussi tout ce qu'il fait. En fait, je fais toujours l'hypothèse haute, peut-être qu'il comprend, peut-être qu'il y a des choses qu'il peut percevoir. Et donc je commente ce qu'il fait et je décris ce qu'il fait. Pour que peut-être quelque part ça éveille quelque chose. On sait qu'on fonctionne aussi avec un connectome et des réseaux de neurones. Donc du coup le mouvement, c'est pas uniquement le mouvement pur, c'est aussi ce qu'on entend, c'est aussi la motivation de quelqu'un qui vous encourage, c'est aussi tout un tas d'autres choses, un contexte particulier. Et puis il arrive un moment où on va avoir de la motricité volontaire. Donc là, on est à la fête de la musique, donc ça tombe bien. Allez, vas-y. Vous avez essayé de m'attaquer. Appuie. Allez, à toi. Allez, Martin. Ouais. Oui. Encore un? Vas-y, tu es sur les touches noires, très bien. C'est joli le placement de tes mains là. Ouais, ouais. Yeah. Très bien, Martin. Ah. Ah. Oh là là. Pas facile. Vas-y, réouvre tes doigts. Ouais, très bien. Ouais. On va aller dehors. Très bien. On va aller dehors. Voir un petit peu ce qui se passe. Ouais. Encore? Vous venez avec moi? C'est très bien, Martin. Le piano, ça te plaît plus, hein? Ouais, j'ai l'impression. Regarde. Et ta main droite, là?
Regarde l'autre main, là. Tu arriveras à me faire quelque chose avec l'autre main? Et on va aller voir dans votre chambre s'il y a un endroit. On est à la main gauche. Ah! Ah! Attends. Faut que je tienne mieux le... Vas-y. Donc du coup, c'est vrai que là, en plus, ce qu'il peut faire, Martin, c'est qu'on est dans la salle kiné, on n'est pas dans un environnement calme, donc il y a d'autres collègues derrière qui peuvent stimuler. Alors on a d'autres extraits de vidéos, là on ne voit pas tellement les collègues, mais il est focus sur le piano, il peut inhiber toutes les autres stimulations autour de lui, il fait un geste approprié, avec un tonus approprié, et il peut même sourire, et d'ailleurs il fait même une grimace quand je lui ai fait faire de l'orgue sur le son, et quand c'est le piano, il sourit. Voilà, donc... Voilà, c'est vraiment des changements qui sont surprenants. On n'attendait pas ça au bout de 4 ans. Alors c'est vrai que la situation reste dramatique, hein, ça évoque plein de questions. Les émotions par lesquelles on passe quand il y a une situation comme ça où on se dit waouh, c'est génial, il y a de l'émulation. Et puis après, ouais, mais quand même, si jamais il se rend compte, enfin, voilà, c'est un petit peu complexe. Mais néanmoins, peut-être une lueur d'espoir. Voilà. Et je vais passer donc la parole à ma collègue Virginie qui va vous parler de Zébul, parce que alors Zébul, c'est aussi un support avec la médiation animale pour Martin qui est très riche. Donc bonjour à tous, je suis Virginie Quichot, je suis aide-soignante sur l'unité Adrien Dany, où j'interviens également quelques jours par mois pour des séances de médiation animale, donc accompagnée de ma petite chienne Zébul que je vous présente ici. Donc nous avons introduit ces séances pour Martin à partir d'août 2023, en souhaitant vraiment s'appuyer sur le potentiel de stimulation et de motivation qui est bien connu maintenant dans le milieu hospitalier. Donc tout d'abord de manière dite très passive, avec une présentation de Zébul à Martin, une familiarisation de l'animal aussi à l'environnement de Martin, aux bruits, aux odeurs, au matériel et au fauteuil. Alors cette étape est vraiment primordiale dans une prise en charge en médiation animale, car ça permet de créer une sorte de triangulation donc entre Martin, Zébul et moi-même, et ce qui nous aura permis donc de fixer les possibilités, mais aussi les limites, parce qu'il peut y en avoir, et de mettre en place des objectifs. Donc après cette étape, nous avons défini 2 grands axes de travail. Donc tout d'abord par des stimulations sensorielles, donc avec pour objectif d'obtenir des réponses à ces dernières, voire de stimuler de nouvelles capacités. Donc tout simplement par la vue, par exemple, avec une Zébul qui va naviguer dans l'environnement de Martin, et où on a rapidement obtenu un suivi du regard, voire des fixations visuelles. Par l'audition, pardon, excusez-moi, où nous avons des réactions aux aboiements, par exemple, donc voilà, par des sursauts ou des mimiques faciales. Par l'audition aussi, pardon, par l'odorat, où donc ça peut être l'odeur de l'animal ou l'odeur des récompenses données, où Martin présente vraiment des mimiques qui peuvent être de dégoût ou des sourires. Et on va finir donc par le toucher, où c'est le toucher donc de poils de l'animal, d'une truffe humide par exemple, où on arrive à obtenir des sourires, des grimaces ou des signes d'inconfort. Donc le deuxième grand axe sera les stimulations motrices, donc en collaboration avec Sylvie, sa kiné. Donc on s'est vraiment appuyé sur Zébul pour trouver une aide motivationnelle et un soutien émotionnel aussi lors de ces séances qui peuvent être inconfortables, voire douloureuses pour Martin. Donc en exemple, je vous ai cité plusieurs activités où on a travaillé l'extension du bras et les mouvements des doigts, donc tout simplement par la caresse. Parce que derrière le terme câlinothérapie qui est un peu édulcoré, l'objectif est vraiment de stimuler une part de motricité. Nous avons pu travailler la préhension d'objets avec tout simplement présenter la brosse à Martin et donc qu'il puisse la saisir et initier le geste du brossage, comme on peut voir sur la photo, ou tout simplement saisir un jouet et inviter le chien à le prendre. Nous avons travaillé la force avec le jeu du tir à la corde où Martin saisit la corde et résiste aux assauts de Zébul, donc le tout de manière ludique. Nous avons travaillé l'orientation d'un geste, donc sur consigne, avec orienter le regard, initier ce geste sur une consigne. Donc par exemple, ça va être aller toucher une oreille, aller toucher le dos de l'animal ou aller toucher la queue.
Donc voilà, la médiation animale est vraiment devenue une alternative vivante et dynamique, un vrai complément à la prise en charge de Martin. Donc ces séances auront permis de développer et de travailler sur de nouvelles capacités, voire de transférer ces dernières dans des activités signifiantes pour le patient. En exemple, on citera que Martin interagit de nouveau avec son propre chien lors de ses permissions à domicile, donc ce qui aura vraiment permis en quelque sorte de recréer du lien. Ces séances nous auront permis également d'établir une communication non verbale adaptée, d'être beaucoup moins dans l'interprétation. Donc, ce qui est un élément clé pour accompagner au mieux Martin. Voilà, je laisse la parole à Muriel. Alors, avec tout ce qui a été dit jusqu'à présent, on peut voir qu'une situation qui peut sembler chronique, voire même désespérée, en fait, n'est pas forcément figée. Ces changements, quels qu'ils soient, ont réactivé cette intention d'accompagner l'évolution de Martin en gardant quand même le confort et l'amélioration de la qualité de vie comme une priorité. Aussi, dans un service où tout peut sembler suspendu, répétitif, ces changements ont également réactivé nos questionnements professionnels, notre dynamisme, que ce soit pour repérer ou pour exploiter la moindre évolution. Donc, pour conclure, en tout cas, il nous paraissait important d'exprimer que nous vivons dans un paradoxe, on vit un paradoxe, le paradoxe entre cette émulation, cet optimisme face au changement, et puis aussi, pour le coup, les craintes que ça renvoie, amenant également à un questionnement sur les limites. Sur la stimulation à l'éveil, la prise de conscience, sur les bénéfices dans le quotidien. Et du coup, ces questionnements, tels sont ces questionnements qu'on retrouve encore actuellement au sein du service. Voilà. Merci de votre attention.